L'exercice consiste à toujours plus ou moins commencer par un tout petit mot introductif avant de continuer le déroulement inexorable des chapitres. On arrive à la fin de la première partie du tome 1. C'est la 8e lecture. Et donc, je ne raconterai pas au présent, je n'ai pas besoin de réexpliquer ou de reparler de Tours au bois de bâton. En revanche, je vais situer l'épisode immédiatement précédent. La longue première partie a tissé en parallèle un récit de l'an 1000 et un récit de 1945 en Écosse, chez Lord Bute, alias Sibelius. Là où il y a une conjonction des deux narrations, c'est que c'est le début et la fin, en tout cas c'est le début et puis le début de la fin de l'histoire de la tourbe, qui n'est jamais qu'un effet rebond d'une aventure beaucoup plus ancienne, qui est celle du bâton de Moïse, autrement dit de l'objet de plus. Et dans le chapitre précédent, les trois invités de Lord Bute, Churchill, Tolkien et... ils étaient trois en fait, non je dis une bêtise, les deux invités de Lord Bute, Churchill, Tolkien, ainsi que Mulligan, le butler de Lord Bute, se sont retrouvés au terme d'une étrange description irréaliste, dans une tourbière non loin de la mer, ce qui est assez étrange comme idée, sur les terres du château de Lord Bute de Mount Stewart. Et dans cette tourbière, ils ont été pris dans une espèce de rêve. Et ce rêve était lié au fait que la tourbe était en fureur. La tourbière était en fureur parce que c'était le moment d'un nouveau prêche, c'est-à-dire en gros d'un nouveau mode d'emploi pour l'humanité, qui émane de la bouche d'Hermann, fut-il si loin dans sa propre grotte fortement entourbée elle aussi de Sion, mais qui se communique par capillarité à toute la tourbière du monde. Et le nouveau prêche, c'est ainsi que je nomme ce mode d'emploi, énoncé évidemment après la guerre, donc quand une page se tourne, et qui est valable pour non pas une génération, mais toute une vie d'homme. Ce nouveau prêche met fin à l'art, à la femme, à l'amour, à l'esprit, et commande le moi pour la vie à venir, moi dont il sera question dans tout le tome 2, puisque c'est justement la narration de ce deuxième prêche, ce prêche de 1945, aura pour cadre le tome 2. Et dans le chapitre que je vais lire, qui s'appelle Francis de Saint-Guelph, le personnage central sera Mulligan, c'est-à-dire le butler. Je ne vous ferai pas l'injure, à vous Bernard, qui avez si magnifiquement écrit sur les 70 hommes, de vous redire qu'il y a dans mon livre 70 hommes, et que ces 70 hommes sont les rejetons de Noé. Donc, pour être talmudiquement précis, ils ne sont pas quelque chose qui appartient à l'orbite du juif, dans ma narration entre guillemets midrashique. Ils sont, si je puis dire, la vérité de l'humain, en particulier la vérité des langues, et donc ils sont dans l'orbite noachique. Mais ces 70 hommes, dans ma narration, existent d'une certaine manière à perpétuité. Tant qu'il y aura de l'histoire, tant qu'il y aura de la terre, il y aura ces 70 hommes. Parce qu'ils sont la vérité des 70 nations, 70 descendants de Noé. Et pour que ces personnages demeurent d'une certaine manière éternels, pas éternels, mais en tout cas qu'ils épousent tout le processus historique, il faut que quelque chose d'eux ne meure pas, et que le nom qu'ils portent soit en vérité un nom d'emprunt. Si bien que 2 fois dans le livre, dans le tome 1 et dans le tome 2,
je raconte comment un homme, qui appartient à l'humanité normale, si l'on peut dire, devient l'un des 70 hommes. Car ce Mulligan, butler de Jan Bute, ne s'est pas toujours appelé Mulligan, il s'est appelé avant Francis de Saint-Guelph. Et donc, si on peut dire, ma narration midrashique, puisque je reprends les mots de Milner, dont j'ai fait part la dernière fois, s'autorise ici du concept kabbalistique, largement kabbalistique, du Gilgul, qui n'a rien d'une métampsychose ou d'une réincarnation, mais qui signifie qu'il y a des hommes dont la vie a tellement de sens qu'on le retrouve, ce sens, dans d'autres noms, d'autres hommes, d'autres époques. Le Talmud dit la Kabbale dit que Abel, c'est Moïse. La même Kabbale dit que Jéthro, le beau-père de Moïse, c'est Caïn, qui a en vérité dans la réunion de Moïse et Jéthro comme un tikkun, comme une réparation de la fracture entre Caïn et Abel, de la même façon que le Talmud dira, le Talmud cette fois et pas la Kabbale, que Lavan, le beau-père de Jacob, et son oncle en même temps, personnage fascinant de cruauté secrète, et Bilam, le prophète des nations, le prophète génial qui a les plus hautes visions de la Torah, mais qui est en même temps un personnage redoutablement négatif aussi. Donc c'est de Gilgul qu'il va être question ce soir, et je dois dire que nous avons parlé hier, je vous ai vu hier, après une narration que je vous ai faite, dire c'est une vie, voilà une vie. Et vous voyez vraiment se dessiner les contours d'une vie. Je pense que dans l'occurrence, c'était celle de votre serviteur. Et c'est un peu de ça qui va être question ce soir, d'une vie. Dernier point que je dois signaler, les trois rêveurs de la tourbière, Bute, Tolkien et Churchill, étaient certes avec le butler Mulligan, mais ils étaient aussi espionnés de très près par un personnage qui était déjà apparu plusieurs fois, qui leur avait même déjà parlé, envoyé par Hermann, le prêcheur de Sion, pour ses qualités redoutablement gnostiques, à savoir Jean Genet. Et c'est Genet qui va agir ici. Vite, leur délivrer un dernier secret. C'est Mulligan, en l'occurrence, dont il est question. Sir Winston, Tolkien, les Externsteine, c'est là que le règne de la tourbe a commencé. Externsteine, s'écrie Mulligan. Tais-toi, fou, hurle une voix. Mais ce n'est pas la France que je servais, Jean. C'était la langue. Un éclat, un silence. Mulligan est mort, crie Genet. Terrifié par lui-même, les mains dressées devant lui comme il les montrait aux prêtres et aux matons, Genet pleure et tombe à genoux. Il vient tirer au fusil sur Mulligan qui courait devant lui, éclairé d'un sourire. Un sourire. Alors les trois autres sont arrachés à leur sort, libérés de la tourbe, dispensés de la mort. Un mot a été prononcé, la vérité a été dite, et ce mot qui a tué Mulligan est celui qui leur a rendu la vie, qui les a protégés du prêche, dont les tentacules enserrent fermement le travail des pensées dans les âmes de la foule. On ne pouvait rien pour Mulligan. C'était à son cadavre qu'on allait devoir des larmes et des souvenirs. Pourtant, il n'était pas encore mort exactement. Il tombait. C'est alors qu'il retrouva son nom et son passé. Sa vie, juste au moment où il en avait changé, où il avait tronqué son nom pour celui de Mulligan, lui revint, comme un barrage qu'on libérait. Il n'était plus Mulligan, il n'était plus un butler, mais un homme tout autre. Près de 30 ans plus tôt. Suis-je mort ? Il s'appelait Francis de Saint-Guelph et allait choir, ce jour d'octobre 1916, tout près du régiment anglais, à quelques pas seulement du régiment allemand, dans la boue. Fatal, un regret acide et vain allait l'emporter jusqu'à la mort. Pourtant, une pensée ou quelque chose du même ordre venait à lui comme pour l'arrêter. D'abord, il refusa qu'elle le dérange. Il n'était pas question sous la mitraille de s'ouvrir à quelque nouveauté qui le distrait de son malheur, du sentiment si vif d'un vaste et long gâchis. Oh, ce n'était pas la guerre qu'il déplorait.
Il était trop tôt et quand bien même il n'eût jamais pu le dire, y compris de son vivant, il le pensait au moins, la guerre n'était qu'une anecdote auprès de ce qui le hantait sans relâche, avec la féroce insistance des passions et des fautes. La veille, Francis était en permission. Il avait rendu visite à son ami Marcel, qui avait prétexté une nouvelle bronchite pour le recevoir au lit et l'accabler de compliments et de ses manifestations d'intérêt, car Marcel était si solitaire et si fragile qu'il accueillait tout signe d'amitié comme l'assoiffé du désert reçoit la vivante parole, la vivante preuve de Dieu, la gourde d'eau. Francis avait examiné sa chambre exiguë avec un œil qu'il se reprochait, un œil à la fois aigu et éteint, un œil de collectionneur, cette faiblesse qu'il avait accaparée des années durant, trop pour lui laisser des forces en vue d'une tâche, laquelle après tout, puisqu'il n'avait pas de don, tandis que Marcel, lui, était si étrangement doué de mots. Il jaillissait de ses mains nerveuses et osseuses sur des bandelettes de papier blanc qu'il découpait au lit comme afin de préserver sa momification. De préparer, sa momification. Ensuite, il les collait sur de vastes feuilles, entrevoyant d'immenses tissages de phrases et de significations, les cousait, les entrecroisait en rythmes inédits. Pourtant, ce n'était que des mots du français piochés dans la boîte à pilules de son vocabulaire, où tout, parce que tout avait déjà été prononcé et écrit, avait le goût blanchâtre et plâtreux de l'hôpital et de la mort. Francis était resté un peu bavarder avec lui. Marcel avait avoué sa détresse, qui envahissait à présent sa pâleur native, l'idée que son ami pourrait le lendemain repartir dans la Somme pour y mourir aussitôt. « C'est très dur, avait-il fini par murmurer. « Tu continueras, Marcel, avait répondu Francis. Je suis sûr que tu trouveras assez de souffle pour finir. Peut-être alors trouveras-tu aussi de quoi me faire une petite place dans ton livre. Ton esprit entortillé découvrira bien un moyen de me projeter dans l'œillade d'un baron grossi vers le miroitement d'une framboise rincée à peine et déposée sur le méplat d'une coupe en cristal de Bohême. Tu te moques de moi, avait dit Marcel, après avoir laissé s'égrener un rire mélancolique. C'est toi qui dois rester faire ce livre, et moi qui dois partir au front. Tu parles beaucoup mieux que moi. C'est l'atavisme, tu sais bien. Tout le monde ne peut pas être né avec un château dans la bouche. À moi, on n'a donné que des cuillères en argent, et encore infortunément neuves. Je ne sais explorer que ce qui est déjà, parce que je suis tellement d'ici, mon Marcel, tandis que toi, tu pourras déployer tous les efforts que tu veux, tu seras toujours d'ailleurs. Marcel avait fermé les yeux pour entendre résonner en lui les derniers mots de Francis. Allez, file, vilain garçon. Oui, c'est le moment. Soigne bien ta bronchite, il ne faut surtout pas que tu guérisses trop vite, tu irais faire le fou dans les rues. Tous, mon bon, tous. Francis était sorti et avait remonté les grands boulevards jusqu'au passage où il désirait fureter de boutique en boutique. Goûter un peu, légèrement dubitatif, à Paris et à la France. Longtemps, Francis s'était cru patriote. C'était pour cela qu'il avait choisi la carrière militaire, bien que ses lointaines origines allemandes lui rendissent la guerre future profondément sinistre et douloureuse. Puis la guerre était arrivée, et avec la gêne de la cocarde lui était venue celle de la patrie. Sa vive et, disait-il, vaine intelligence lui avait présenté l'extraordinaire floraison d'art et de technique dont la France venait de faire montre, des impressionnistes aux frères Lumière, des abat-jours violacés, des accords de forêt aux déhanchements superbes que Debussy faisait danser à l'harmonie, autant de suspension sur le vide, parfait d'éloquence et de simplicité par-delà l'éloquence, dans un équilibre secrètement infini de l'évanescence, comme une mousseuse effusion de lumière juste avant la nuit. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Marcel aurait dû venir dans la Somme, avait-il pensé en s'engouffrant dans une pâtisserie. Il aurait vu toutes les vies tourner dans l'air du soir. Suis-je mort ? La vérité lui apparut, mélange de honte, de rage et d'étonnement. Elle lui apparut tandis qu'il tombait dans la boue d'un matin pour s'unir à elle, ou à la tranchée qu'avaient creusée les hommes. Car un autre souvenir, plus ancien, se mêlait à celui de Marcel. D'habitude, on ne met qu'un temps très bref à tomber, et en plus, on ne pense pas à deux choses à la fois. Il faut croire que cette chute est mortelle et que je suis sans doute déjà mort pour avoir un tel luxe de pensée à ma disposition. Francis se rappelait son ancienne ordonnance qu'il avait servie pendant une petite année avant la guerre. Un jeune homme de 19 ans qui s'était engagé dans l'armée peu de mois auparavant, devançant l'appel. Un petit Parisien aux yeux clairs et d'une folle intensité. Qu'aurait dit Marcel de celui-là ? La plupart des gens intenses ne le sont que du dedans vers le dehors. Ils guettent intensément, voilà tout. Un riche appelle des choses et des êtres
donnent à leurs prunelles cette avidité des appétits qui leur fait aussi le souffle un peu plus court, la déglutition plus malaisée et la lèvre inférieure soudain asséchée, voisine de la langue et des dents. Ils veulent mordre. Chair, eau ou muqueuse, n'importe, tout se mange et tout est bon à qui a faim. Mais celui-là n'avait pas faim. Intense, foudroyant, son œil ne guettait rien. Pire, quoiqu'il n'eût pas à sa disposition de membres pour le servir, contrairement à l'homme, son œil vous éloignait, vous repoussait insensiblement. Quelque chose d'un chien dans cet œil, d'un chien qui aboie et vous hait, et n'aura de cesse de vous avoir jeté d'un acharnement glacé dans le plus acide des malaises. Ni honte, ni colère, ni peur, une sorte de dégoût. Que faites-vous donc, lui avait dit ce matin-là le lieutenant de Saint-Guelph à son ordonnance qu'il nommait Louis, pour lui donner, par habitude de maître, un petit genre. Rien, je plie vos culottes en trois, mon lieutenant, c'est plus joli et ça fait symétrique dans le tas. Vous avez bien du soin pour les culottes, mon cher Louis. Pour les vôtres, mon lieutenant, je voudrais pas qu'elles se gâtent, elles sont précieuses. Seriez-vous lubrique? Pas du tout, mais alors, vraiment pas. Chez nous, les gens de bien, chez nous, les gens de rien, on n'a pas ce luxe. C'est pour ceux qui se pavanent dans les maisons de passe, la lubricité. Faut payer, nous, on a l'hygiène. Ça nous suffit, il paraît. C'est mon père qui l'a dit. Quand, aux pliures avec la lingerie, c'est une spécialité familiale, ma mère en vend. Des plis? Vous moquez pas, mon lieutenant. Oui, elle en vend pour tout le monde. Pour les cellulites et les musculaires, si vous voyez ce que j'entends. Passage Choiseul. Passage Choiseul, avait répété Francis. Glorieux et disgracié ministre de Louis XV. Ah, pour ça, j'ai pris mes renseignements sur celui-là. Il en a fait des enfants et des cocus. Vous êtes donc lubrique, mon cher Louis. Comment voulez-vous que je sois lubrique? Je suis qu'un morceau de viande, juste encore un peu ferme, vous voyez, parce que je suis jeune, mais je peux pas la jouer séduisant. Et pour le reste, j'ai pas les moyens d'avoir une âme. Pour être lubrique, moi je dis, faut avoir une âme, faut la salir. Moi, quoi que je fasse, je suis propre, comme le premier homme avant la faute. C'est les mêmes, ceux qui spamment au crépuscule, devant l'étang du château ou le grand chêne de l'aïeul. Ceux-là sont les lubriques. Haïssez-vous les aristocrates, Louis? Louis s'était mis à rire doucement. Pourtant, son œil ne riait pas. Il était encore plus hurlant et plus froid. Francis avait été traversé d'un frisson de peur. Vous voulez dire les nobles? Je n'ose, mais pourquoi pas? Pourquoi vous me demandez ce que je pense? Dans mon monde, on ne pense pas, on réagit. C'est à ça qu'on sert, non? À vous servir la vérité sur un plateau d'argent. On ne vous dit pas ce qu'on doit lécher pour que ça brille. Vous croyez pas? Vous devriez aller aux messes maintenant, parler avec les autres lieutenants, ou même le capitaine de Saint-Phal. Ah, pour sûr, il a un beau nom celui-là. Vous avez des yeux étranges, Louis. Oui, je sais, j'enregistre et pourtant je veux pas. Un jour je cracherai, pour avertir, rien que pour avertir. Je cracherai tout ce que j'ai vu. Parce qu'on n'y peut rien, ça vous reste entre les dents, hein. Louis s'était arrêté, un peu gêné et sans doute satisfait aussi, car un quart de sourire hideux flottait au coin droit de sa lèvre, tandis qu'une perle de sueur révélait un grand front où, certes, trop de mémoire et trop d'aboiements contenus s'accumulaient. Depuis quand? Les aristocrates, vous dites? C'est bizarre, j'ai pas de haine, c'est bizarre. J'aime pas les gens de rien non plus. C'est peut-être que je suis un aristocrate moi-même, hein? Il rit doucement. Mais chut, hein, mon lieutenant. Faudrait pas que mon père l'entende, pour peu qu'il soupçonne la clientèle. Il y en a d'autres qui les ont pliés en triangle, hein, mon lieutenant? Même chez vous, parce que ma mère, pour bien plier, hein, elle s'y entend. Au carré, c'est pour le lit, et en triangle, c'est pour le linge. Vous avez vu comme ça prend de la place, tous ces morceaux de tissu? On dirait que vous vous amusez bien, Louis. Jamais, mon lieutenant. C'est ma seule éthique. Votre seule quoi? Jamais s'amuser. Je fais la gueule et je sais pourquoi. Francis, très inquiété par cet homme, avait demandé à son colonel de le remplacer. S'il avait été moins profond, il eût sans doute jugé qu'il était un extraordinaire spécimen des petits gars du peuple. En 1916, le peuple avait encore un grand prestige dans l'esprit des hommes, et un prestige plus grand encore dans celui des nobles. Ces partenaires mystérieux de leur élection avaient acquis, au jour de la grande punition de 1793, la puissance sacrée des anges exterminateurs. La mémoire de leur sang versé prouvait à ses semblables le sens mystique des sans-culottes, du moins pour quelques esprits d'élite si rares dans la noblesse française. Francis avait trop bien écouté. Rien était sans doute le mot qui brillait le plus dans la bouche de son ordonnance. Rien comme une porte sur le vrai ou sur l'abîme. Suis-je mort? Francis à terre, visage contre le sol. Alors que le regret le menace bien plus que la mort inexorable, au cœur même de cette matière qui le palpe et le ventouse, une bouffée d'air, une lueur vague, une nuance plus pâle qui travaille dans la boue. Un mot surprenant lui vient d'ailleurs, où déjà il n'est plus Francis de Saint-Guelph, l'argile.
Ce mot lui évoque le tour du potier. Sa pensée s'enfonce dans la terre, mais quelque chose reste. Il reste. Mais son nom Francis inexorablement s'éloigne de lui et coule. Devant lui est Marcel en habit. Il décoche un œillet rose thé de sa boutonnière. À ses côtés, Louis. Ridicule en dragon, il retire d'ailleurs son casque à panache, tandis que Marcel, lentement, cérémonieusement, ôte son haut de forme et salue son ami pour la dernière fois. Francis est si profondément bien élevé. Pour cette seule raison, il ne mourra pas. Son éducation est encore quelque chose d'infiniment précieux, destiné à l'âge classique et qui noue quelques hommes au destin de la langue et des hommes, petits et grands, qui la parlent. Alors, un autre sort lui est offert par l'argile, la terre noble, tout autre que la tourbe. Attendez, il faut que je vous présente, dit-il, si charmant et si urbain. Je ne suis pas dans mon meilleur jour, mon cher petit Francis, dit Marcel en tapotant doucement d'un pétale de l'œillet la commissure pourtant sèche de ses lèvres. Je déteste ce bruit et ces gerbes de boue me paraissent, comment dire. Toi, Marcel, posais cette question. Je te présente Louis, mon ancienne ordonnance. Charmé, fit Marcel en tendant deux doigts. Votre Altesse, prévient Louis, il s'agirait de vous prémunir contre les infections. Il y a toutes sortes d'hommes et toutes sortes de punaises dans ces contrées. On trouve même des hommes punaises et des punaises hommes. Avez-vous compris que nous ne sommes là que par la grâce de notre ami Francis, demande Marcel. J'ai beau être maréchal des logis, je suis pas l'idiot que vous croyez. Quand je parle des hommes punaises, ceux qui vous parasitent et vous grattent, je parle pas des corps mais de la langue. Vous savez que j'ai lu votre livre? Vous n'êtes pas le seul. Pourquoi ici plus qu'ailleurs? Moi, c'est plutôt la boue, vous comprenez, qui me gêne. Elle salit, oui, elle salit. Elle salira votre prose. Comptez sur moi, un vrai bain de boue. Mon lieutenant? Oui, Louis, je n'ai plus trop le temps, je dois mourir à présent. Deux choses. Vous pouvez dire au monsieur que vous m'avez présenté que je ne m'appelle pas Louis, mais Louis Ferdinand? Ça lui en imposera. Lui, il n'a qu'un prénom. Il s'appelle Louis Ferdinand, répète Francis. Ses yeux se ferment maintenant, mais il entend leur voix. Merci. Deuxième chose, son odeur. Il faut qu'il sache. Terrible, de renfermer. Il a beau se calfeutrer, se cacher, ça se porte au dehors. Elle a quelque chose du vieux chiffon, non, du vieux papier, de l'encre. Oh, le maniaque! Il barbote dans l'encre, mais c'est pour masquer, mon lieutenant. Masquer l'odeur fade de la carpe, et aussi de la graisse qu'il sue. Ça aussi, il y a quelque chose en lui qui vient d'Orient. Tenez, un petit port de pêche au Liban, par 42, quand tout s'en va tourner, fondre dans la fournaise, quand l'œil du poisson crevé va virer au noir. C'est qu'il a les globules, son œil de vieille carpe. Ça vous nourrit les miasmes, ça, pas hygiénique du tout. Qu'une chose à faire dans ce cas-là, foutre le feu, brûler même la queue en tablant sur le graisseux. Je ne répéterai pas cela, dit Francis. Et pourquoi? Moi aussi j'ai pué. Le jour du certif, quand le préfet a versé sa petite larme, j'ai fait dans ma culotte et j'ai pué, mais au moins ça sentait l'andouillette, je faisais pas dans le complexe. Heureux de vous-même? Heureux de votre langue? Jamais, mais je suis pas un rastaquouère. Vous aimez ce mot? Je préfère Louis Ferdinand. Crève, petit noblio, c'est moi qui porte les noms des rois. Francis, je t'en prie, sauve-moi. Marcel, ne crains rien, tu n'es que dans mes pensées, tu ne risques rien ici. Marcel, Francis et Louis Ferdinand ne sont pas dans l'esprit du mourant. Comment ne se méprendrait-il pas à présent? Il devient un homme sans passé. Sa mémoire lui est retirée par l'esprit de l'argile, qui la remplace par les pensées de Mulligan. Car si la tourbe unit les foules, la terre et ses matières font les 70 hommes. Une chanson qu'on ne lui avait jamais chantée apparut enfin, l'histoire d'une marquise et d'un roi qui la veut. Le marquis disait « Sire, si je n'étais pas le roi, sire, si je n'étais pas le roi, j'en tirerais vengeance, mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance. » À cet instant, Francis de Saint-Guelph, perdant son nom pour devenir Mulligan et vivre d'une autre vie, se releva du charnier qu'on s'apprêtait à couler dans la terre. La nuit était tombée. Marcel, à qui cela demeurait invisible et qui croyait son ami mort, se mit à sangloter. Il avait eu tout le temps du monde pour se mettre en quête d'un passé qu'hélas, parmi toutes les choses rares et banales qu'il lui avait été donné de voir et de toucher, il ne parviendrait plus jamais à retrouver. Un éclat d'obus comme un crachat, ou était-ce un crachat comme un éclat d'obus, avait blessé sans remède tous ceux qui, fragiles et bavards comme lui, s'étaient tus dans la gouaille de Louis. Mount Stuart, 1945, devant la Tourbière. La vie leur était rendue. Churchill, d'un hoquet, s'arracha à sa ventouse d'herbe. Tolkien se hissa hors de l'eau. Les yeux de Lord Bute s'ouvrirent. Mais pour eux, Mulligan était mort, et son corps,
tourbillonnait en longues boucles concentriques vers le fond, vers l'abîme impossible, où la mémoire et l'oubli, la mort et la vie, l'espace et le temps ne font qu'un. Fin du chapitre 17, et me semble-t-il le temps de lire le chapitre suivant. Chapitre 18, le retour au château. Alors vous n'êtes plus rien, parce qu'un homme a prononcé un prêche. Et ce prêche vous a retiré votre plus beau joujou, la nation anglaise, demanda Bonham. Bonham, c'est l'aide de camp de Churchill, de bonne famille, Bonham Carter. Churchill était assis à son chevet. Il avait été blessé par Genet. Le jeune homme lui parlait à présent d'une voix plus assurée, l'ironie était de retour. Vous ne comprenez pas, Bonham. Ce sont des rêveries de petits vieux, si je puis me permettre, Prime Minister. Sans aucun doute des rêveries. Vous savez ce qui arrive aux gens qui rêvent, Prime Minister. Vous avez été gâtés. On vous a offert une guerre mondiale qui vous a laissé de quoi jouer tout votre sou. Mais si vous vous obstinez à être encore là pendant un âge de réalité, c'est bien dit et c'est cruel, Bonham. Alors vous ne croyez pas un traître mot de ce que je vous ai raconté. Pourtant, vous ne me faites que confirmer mon histoire. Pas un mot. Je ne vois pas quelle histoire je confirme. Vous m'apprenez que le monde évolue, je n'aurais jamais cru. Je vous crois encore quand vous voyez le danger russe, quand vous imaginez l'ascension des Chinois et même quand vous imaginez pour les 50 ans à venir le danger d'une guerre thermonucléaire qui détruira le monde. Je vous assure que c'est fini. Il n'y aura pas de guerre mondiale puisqu'il n'y aura plus de nation. Prime Minister, j'exige que vous alliez faire une sieste. Écoutez, madame, dit Churchill soudain écarlate. Si vous n'étiez pas déjà à moitié mort, je vous ferais exécuter. Je pars prendre l'avion dans 15 minutes. Vous avez l'interdiction formelle de bouger de cette saloperie de château dégoulinant avant 15 jours, sous aucun prétexte. Est-ce clair? Il sortit en claquant la porte. La grimace de douleur de Bonham se mélangea à un sourire. Où était Bute? Où était Tolkien? Churchill parcourut en hâte les longs couloirs du premier étage pour retrouver le grand escalier et redescendre à la bibliothèque. Ce décor, décidément, avait quelque chose d'oppressant. Trop de tableaux, trop de pourpre, trop de velours. Une maladie iconographique. En rentrant de la tourbière, personne n'avait pipé mot. Puis on avait vu Mount Stuart comme on retourne à la vie, au délire aussi. Ce château était une folie, une invention loufoque. Et le Premier ministre s'était demandé si la mouche qui avait piqué le 3e marquis de Bute n'avait pas pris son envol dans un trou du Valais. Une fois qu'on avait trouvé le centre du monde, on était pris du désir fou de tracer tous les rayons qui y conduisent depuis les banlieues de l'univers. En somme, Churchill, excité comme un enfant par sa nouvelle découverte, commençait à soupçonner que tout venait de ce prêche. Tout, aussi bien les événements historiques que les aventures individuelles. L'historicisme, sans doute, avait été sans doute un jour un prêche, une de ces formules lapidaires que ce Hermann avait prononcées sur le monde et que le monde avait entendu. Le Premier ministre n'avait vécu pareille exaltation que lors de l'entrée en guerre de l'Allemagne. Mais il était parfaitement incapable de la justifier, de lui donner un sens. Il avait contemplé une idée sans pouvoir trouver les mots et le chemin qui y conduisent. Comment expliquer, comment faire savoir ce qu'il savait, à quoi il ne comprenait rien, sinon des visions de nuages et de gouffres. Il entendit des éclats de voix remontant du rez-de-chaussée. Il descendit vivement les marches. Tolkien était hors de lui. « Je suis professeur d'anglais à Merton College, vous comprenez ? Je ne suis qu'un petit fonctionnaire de la couronne qui vit chichement, paie ses impôts et va à la messe en espérant que ses gosses ne recevront pas un pot de fleurs sur la tête. Je ne suis rien d'autre. » « Monsieur Tolkien, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Le Premier ministre déboula. À défaut d'intelligence, la perspective de la dispute lui redonnait des forces. « Et moi, qu'est-ce que je devrais dire ? Je suis encore plus taré et inadapté que vous. Premier ministre d'un pantin à médaille, bouffé de remords et de nostalgie, devant quelques noms propres dont le premier, England, m'a dévoré une existence entière, et je me retrouve là, à 70 ans, à devoir apprendre, après toute une vie de tempête, que je n'ai vécu que pour des songes. Laissez-moi, vous baignez dans votre élément, oui. Vous vous imaginez déjà en train de lever une armée, s'assis sur votre gueule. Je ne sais rien faire d'autre que d'étudier des mots. Je ne vis que pour les mots, vous comprenez ? Eh bien, vous êtes servi. Vous en avez eu des mots. Des mots répertoriés, vous comprenez ? Je n'ai jamais écrit que sur des choses qui existaient déjà. Rien à voir avec ces histoires de tourbes ou je ne sais quoi. England n'était pas un de ces mots. England était un de ces mots. Vous n'y croyez plus ? Si je n'y crois plus, je suis mort. Je ne vis que pour les mots, et pour ce mot-là en particulier. Vous venez de nous expliquer la raison de votre présence ici, Tolkien, répondit Churchill, cinglant. Il n'y a que des mots dans cette histoire. Non, il y a aussi un mort dans cette histoire. Il s'appelait Mulligan. Quand on a vu tuer un homme, on ne joue plus. Enfin, moi, je ne joue plus. Je n'ose imaginer votre indifférence devant l'effacement d'un mort. Un mort qui vous a dit ce qu'il en était. Un mort qui vous a dit pourquoi il avait vécu. C'est une affaire de mots, exactement. Vous êtes censé être concerné.
Quant à Mulligan, il savait ce qu'il faisait. Et deuil, ajouta Ian Bute. Puis, se tournant vers Tolkien, et deuil, de regards braqués sur vous à Birmingham et dont vous avez tiré Sauron. Tolkien se leva. Je ne veux plus rien écouter. Je veux que vous me raccompagniez. Vous comprenez, monsieur Bute? Je veux être raccompagné à Rothesay et prendre un ferry pour l'Écosse. Je ne sais pas si c'est vous, ce Mulligan ou ce Churchill qui m'avez drogué et manipulé. Je ne sais pas si vous avez été, ou si Churchill en a été victime lui aussi. Je ne le sais pas et je m'en moque. Ce qui nous est arrivé cette nuit est une sorte d'hystérie collective, dont votre musique a accompagné fort joliment, je l'avoue, les premiers fantasmes, qui s'est déchaîné dans les relents méphitiques de la tourbière, où devait flotter une sorte de gaz hallucinogène. Ça vous convient? Et ce sera mon dernier mot. Maintenant, faites-moi raccompagner par votre chauffeur sur le port de Rothesay, tout de suite. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them, déclama, avec une fougue et une violence inouïe, le vieux bulldog. Tolkien le regarda longuement. Après une hésitation, « C'est un mythe !»« Non, pas un mythe, un semblant de mythe, un commentaire de mythe, une reconstitution de mythe, vous comprenez ?»« Tolkien !» gronda Churchill. « Jusqu'à quand montirez-vous ainsi, en plus de vous payer ma tête ? En le sachant ou sans le savoir, vous êtes au service du mythe païen qui s'est noué aux Externsteine, qui hante l'Occident et lutte pour en finir avec les 70 hommes. Ce qui est un mythe, ce sont vos noms et vos histoires. Mais ce que vous racontez est vrai, vous le savez. » Lord Bute s'écarta légèrement, excédé par ces disputes qui montaient. Il ne voulait surtout pas perdre cette concentration qu'il avait trouvée depuis la veille, qu'il avait regagnée. Il devait rassembler ses forces. Ce qu'il devait faire était si difficile à comprendre. Et tout le peuple vit les voix. Même le livre de l'Exode, c'est qu'on voit un prêche, dit Churchill. Vous vous lancez dans les métaphores bibliques, Prime Minister. Le frêle professeur était enfin sorti de sa réserve. Il ne supportait pas cela. Mais supposons que je vous écoute et que ce que vous dites ait un sens, commençait Tolkien. C'est une expérience. Vous l'avez expérimenté, Tolkien. Vous, dit Tolkien. Vous, que voulez-vous faire? Prendre sa place? Le renverser? Quand il n'est même pas sûr qu'il se considère comme un homme de pouvoir? Qui sait, peut-être est-il un protecteur de l'humanité. L'humanité. Pardonnez-moi, mais ces gens à voiture et machine ne m'intéressent guère. Je n'ai aucune envie de sauver les hommes ou de leur rendre leur liberté comme vous nous en avez savamment gavé les oreilles pendant 5 ans. Je ne crois guère que ce mot ait le moindre sens, et je me demande si vous y avez cru vous-même. C'était une ruse de ruffian, non? Vous nous vendiez l'Angleterre libre pour nous enfermer dans la chambre avec l'Angleterre de Churchill. J'ai sauvé l'Empire britannique. Je hais l'Empire. Je hais l'adjectif britannique. Je hais le Commonwealth. Je hais toute forme de gouvernement qui viendra m'empêcher d'une manière ou d'une autre de récolter les œufs de mes poules. Si vous restez encore 3 mois au pouvoir, je décrète la séparation du comté de West Midlands et je répondrai à vos sbires administratifs qu'en vieux mercien. Vous êtes bien un crétin d'anglais. Vous n'avez rien d'un britannique, vous avez raison. Et vous, un obscène jouisseur de vous-même, déguisé en chérubin. Itemissa est, lança Churchill d'une voix rauque du fond de la gorge. J'ai autre chose à faire que supplier des lâches et des gâteux. Je ne comprends encore rien à ce qui s'est montré autour de nous, dans la tourbe. Moi, si j'ai été un jouet pendant 70 ans, je veux au moins savoir à qui je dois payer la note. Vous choisissez votre jardin et vos pintes de bière. Belle attitude pour le père de Frodo. Je dois vivre dans un monde déchu, répondit Tolkien. Si l'antéchrist habitation, qu'est-ce que cela change? Le malin restera l'universel malin, qu'il existe en esprit ou qu'il revête une chair. Et il sortit. S'arrêtant, sans se retourner, il lança à son hôte « Lord Bute, je resterai dans la chambre que vous m'avez destinée jusqu'à ce que la voiture soit avancée pour me reconduire. » Comment feriez-vous, lecteur, à de pareilles convocations si vous aviez été exposé? Quelle attitude choisiriez-vous entre le courage qui n'est autre que folie et la raison qui n'est plus que paresse? Savoir quelque chose de l'objet de plus et de sa réciproque atroce, la vaste tourbière du monde. Le savoir, dans le tissu même de votre vie, si bien que vous ne pourrez plus faire l'innocent. Dans la peau que vous avez eu tant de mal à vous constituer. Dans le rôle qui vous a été imparti par la conjonction de vos hasards et de ceux de la foule. Comment feriez-vous pour supporter la vie que vous avez, si vous aviez compris que le piège ne vous laissait d'autre choix que la folie ou la paresse? Ne me le dites pas, de peur d'y perdre votre dernier mystère. Il était mort de honte. Seul, allongé sur ce lit à baldaquin qu'il dégoûtait, incapable de bouger, le professeur Tolkien se sentait sale.
laid. Il avait regardé longuement sur la coiffeuse son visage tellement anglais. Anglais et nullement britannique, car il n'y a pas de visage britannique, car il n'y a pas de race britannique. Il avait examiné froidement, comme on fait l'inventaire avant liquidation, sa veste en tweed, sa pipe, ses chaussures. Tout cela appartenait à un monde condamné. Ce n'était pas parce que les foules massées devant Buckingham pour attendre le ruffian criaient victoire, ou parce que chaque citoyen anglais allait danser toute la nuit en débordant d'amour pour son pays, fier du travail accompli, que l'Angleterre était sauve. Toutes les guerres se perdaient. Les vainqueurs avaient brûlé leurs cartouches et ils découvraient bien vite qu'ils y avaient perdu leur âme. C'était même un mystère. Comment, après 4 années de lutte héroïque, hobitesque en somme, pouvait si manifestement se dissoudre cette espèce de pureté collective où tout d'un coup, l'on croit découvrir enfin qu'un pays signifie quelque chose. Peu d'occasions avaient été données comme celle-là de bien faire, à croire qu'il vaut mieux aux nations un destin en demi-teinte, la trop forte exposition au mal, ou au bien les ravageait comme un acide. La dernière nuit, après le 8 mai, le 9 mai, la modernité faite de langues simplifiées et de machineries de plus en plus saroumanesques allait bientôt dévaster ce qui était son petit rêve à lui. Le chérubin, ainsi qu'il nommait Churchill, avait raison. Il était un lâche professeur, tout juste bon à se confire en habitudes gâteuses. Mais l'horreur qu'il avait ressentie, il fallait bien la fuir. Quand même, il n'aurait plus jamais la force, seul avec lui-même, de mentir, partir, renier et oublier ses conversations folles et ses rencontres traumatisantes. Churchill, on pouvait l'oublier comme on jette un journal. C'était le prix que payaient tous les hommes illustres, si lisibles qu'ils en perdaient la chair, cette malédiction de l'obscur. Lord Bute, cela serait plus difficile. Sa musique s'était gravée en lui. S'il avait cru frémir à Weber et pleurer à Verdi, ça avait été jusque-là en petit bourgeois. Mais qu'on rentre à l'intérieur d'une symphonie et que de part en part on en soit éternellement marqué, lié comme à son destin, cela ne pouvait pas s'oublier. Toutefois, la honte qui le mordait venait d'ailleurs. Une voix, des voix, un cœur qui hurlait à l'esprit « Traître, traître, nous te punirons, traître, nous te torturerons, traître !» C'étaient ces personnages. Frodo, Gandalf et Bombadil. Frodo surtout. Frodo qu'il avait secrètement décidé de devenir quand Bilbo n'était que son portrait. Quand on se retourne vers la présence qui vous guette depuis quelques minutes sans qu'on l'ait formulée, ou vers sa femme, dont l'habitude avait dissous la trace et dont le corps vient envahir l'espace à la faveur d'une remarque juste, Tolkien se découvrait au milieu d'eux comme un pêcheur. Il dit très lentement, d'une voix terne et soudain moins oxfordienne, « Tu es donc toi aussi le manipulateur qui enfile un costume de poète comme Sauron son anneau. Finalement, tu ne veux jouir que de toi-même. Tiens, tu as entendu cela dans la tourbière. » Et il rit. Tolkien venait de comprendre qu'il était un médiocre, recroquevillé dans sa posture, rassuré par ses petites constructions mentales dont il abritait son catholicisme, pour ne l'exposer pas au danger que sa subcréation, ainsi qu'il la nommait, faisait courir à sa propreté spirituelle. Mais non, ce n'est pas une allégorie, c'est seulement une histoire. Je suis un storyteller anglais, avait-il protesté, et protesterait-il jusqu'à son dernier jour. Ce n'était pas l'allégorie qu'il menaçait, c'était la littéralité. Tout autre chose que la littérature. Il n'avait même pas le mérite d'une phrase de Kafka à la dernière du procès. C'était comme si la honte devait lui survivre, car la honte ne survivait qu'aux innocents, pas aux coupables. Alors il passa un pacte, incroyable et étrange avec lui-même. Si je revois Mulligan, je rentrerai en guerre. Il venait de deviner qu'il le reverrait, et qu'une seconde chance lui serait donnée pour n'être pas seulement le dernier des derniers. Il fermait les paupières quand 3 coups résonnèrent à la porte. Il sursauta. La voiture est avancée, professeur Tolkien. Soulagé, il ouvrit et chercha dans les yeux du domestique Il chercha dans les yeux du domestique si déjà quelque chose de l'ancien butler y était passé, mais non, l'heure vient, mais ce n'est pas maintenant. Deo gratias. Je vais partir tout de suite après l'autre, déclara Churchill. Le roi et l'Angleterre m'attendent. Vous voyez, mon cher Bute, grâce à vous, finalement, je serai le seul à n'avoir pas de vie day. M'en voici navré, mon ami, dit Lord Bute. Voyez-vous une difficulté à ce que je vous accompagne à Londres? Quelle question, Bute, je vous embarque avec bonheur. Qu'allez-vous faire là-bas? Partir pour la Suisse. Déjà? Vous ne préférez pas attendre? Vous méprisez les conseils de Mulligan? Je ne méprise rien de ce qui vient de Mulligan, mais je dois suivre la pente sur laquelle je suis engagé. Prime Minister, je vous demande instamment une chose. Ne parlez pas de ce concert. Ne parlez surtout pas de cette symphonie. Si je finis mes jours en Suisse comme tant d'autres parasites fortunés, mes précautions auront été prises. Vos précautions? Il n'y a pas de précaution à prendre pour une grande œuvre d'art. Elle doit s'imposer à tous, aux connaisseurs et aux imbéciles, voilà tout. Vous n'écoutez donc pas, Sir Winston. Vous n'avez pas entendu les phrases. Bute, vous voulez dire les 4 phrases? Rappelle-toi, lecteur.
Je mets fin à la guerre, j'achève les nations. Je mets fin à l'art, j'achève l'esprit. Je mets fin à la femme, j'achève l'amour. Je commande le moi pour la vie à venir. Comment pouvez-vous croire un seul instant que je les accepte? Ce sont des propositions ignobles. Et quelles précautions avez-vous prises? Le feu. Il dévorera d'abord la partition et ensuite la tourbière. J'ai demandé qu'on la tapisse de plein de barils d'essence et qu'on y mette le feu. Qu'est-ce que ça changera? Rien. Vous lui donnez raison. Vous lui obéissez en tout. Et si en lui obéissant, j'obéissais à moi-même? Et si sa voix était la mienne ou la nôtre, Sir Winston? N'avez-vous pas imaginé cela? Dois-je vous apprendre qu'il n'est pas de pire tyran que soi-même? Je préfère ne pas comprendre. Que comptez-vous faire arriver là-bas? Je ne sais pas. J'ignore quelle forme l'inexorable prendra. Je suis perdu, Churchill. Vous n'êtes pas le seul, conclut son ami. Vous me laissez dans la gueule du chien noir. S'il y a un homme derrière cette voix, il a gagné. Lord Bute demeura silencieux. Lui aussi, à l'instar de Tolkien, se sentait un tout petit homme, trop médiocre, pour s'élever à la hauteur de la révélation qui lui avait été faite. Il savait que sa 8e symphonie l'avait annoncé, et que les notes qui avaient traversé son imagination de musicien avaient été conduites par une nécessité. Mais c'est toujours ainsi que font les artistes lorsqu'ils trouvent, ils se débinent. On se rendit à Rothesay, non sans céder à l'ultime caprice du Premier ministre, rejoindre la grande route à pied. Remonter la longue côte d'où le château se révélait aux courageux promeneurs qui ne sauraient jamais rien de la tourbière et de son charme. Churchill avait coupé 2 morceaux de bois dans la réserve et en en jetant un comme un enfant à Sir Ian avait lancé « Voilà, nous aussi nous avons nos bâtons !» L'un et l'autre se firent une bizarre réflexion. C'est à 70 ans que je sors de l'enfance. Ils éprouvaient la raréfaction de leur souffle, leur regard sur les herbes, sur les arbres, sur les paysages et l'amas aigu de briques rouges qu'un vieux fou avait commandé ne suscitait plus aucun commentaire. Enfin, on parvint aux chênes d'où Churchill, avec bonne âme, avait fourbi ses dernières grandes phrases de conquérant. Le pauvre jeune homme avait été transporté en ambulance. Il faudrait à Churchill affronter le demi-courroux du général qui lui reprocherait son imprudence et ce déplacement privé en un moment de ferveur nationale. Pour la première fois, le grand aventurier sentait que les mots lui manquaient. Rien à dire sur le paysage, rien à répondre au colonel, rien à dire au roi. Lui au moins bégayait. Il lui laisserait quelques secondes de répit, mais après cela, quand la royale hésitation aurait accouché d'une sublime banalité, il faudrait faire son boulot de bouffon et lancer un trait brillant. « Je n'inventerai rien, » dit Churchill. « Plus un seul mot sortira de moi, qui n'ait déjà été dit exactement de la même manière. » Le Premier ministre et le plus grand compositeur du monde regardèrent le soleil illuminé, depuis le balcon d'un beau nuage grasseillant qu'il habitait comme une vraie demeure, les longs murs du château de Bute. C'était beau, sans aucun doute. Mais il n'y a pas de beauté sans que dans les choses le frémissement ou le soupçon d'une nouveauté. Tombait-elle un rayon du ciel pour déranger les hommes, s'immisce dans le flux de la durée. Or, en ce jour de la victoire où un prêche avait été entendu dans la tourbière, tout ce qui est nouveau avait été oublié. Désormais, l'ambition même du nouveau, rendue possible par la brève débâcle du sens, avant son nouvel arraisonnement, était caduque. Tout ne serait plus qu'une répétition du même. Cela pourrait-il durer? Vous savez quoi? Cela durera aussi longtemps qu'une vie d'homme. Cette fois, j'ai pris ma décision, Bute. Bien que je n'ai pas assez d'années à vivre et que je n'ai pas les armes, tandis que votre Mulligan les avait, eh bien moi, vous avez choisi Winston, il savait ce qu'il faisait. Comme vous avez choisi, vous, excrétin de Tolkien. Il m'a dit que je le retrouverai un jour tout autrement, même après sa mort. Une énigme de plus, mon gars, une énigme de plus. Des énigmes dans le noir. Donc vous renoncez, Winston? Donc je ne renonce pas. Quoi que ce soit fou, quoi que la mort me guette, quoi que je n'ai ni la cervelle ni les biceps qu'il faut, j'irai où Mulligan a dit, là d'où il est parti. Il ne sera pas dit que Churchill mourra en paix. Il sera dit, au moins dans les cercles intimes, que Churchill aura lutté pour se libérer de la terre. De la tourbe, Winston. Comme vous voulez, mon gars. Rendez-vous en tourbe. Moi, je dirais plutôt en enfer. En attendant, filéation. Moi, aussitôt qu'ils me lâcheront, je partirai aux Externsteine pendant que le poète se blottira dans son porridge. Pendant ce temps, à Sion, dans le cœur d'Hermann, un sentiment éclate violemment, comme un champignon qui libère ses spores. Mais tout au fond de lui, la paix règne. La certitude de la victoire est aussi obstinée que les siècles où il s'acharnait à ne pas mourir. Savez-vous d'où lui vient cette paix, de cette certitude? Une histoire et une histoire font une histoire. Sais-tu qui je suis, lecteur? Sais-tu ce que je veux? Nous eûmes des journées remplies, paraît-il. Nous avons traversé des déjeuners, des fêtes de famille, des journées et des nuits, des heures à travailler, autant à défaire et à oublier. À l'école, à l'église, on nous a raconté ce qui s'était passé, ce qui se passe et ce qui se passera.
On nous a beaucoup parlé d'amour et on nous a chaleureusement invités à prendre notre part. Pauvre lecteur, je ne t'ai guère parlé d'amour, mais tu sais, au fond de toi, que tu as été floué là mieux qu'ailleurs. On a ordonné nos petites vies à des réseaux de sens et des vérités bien lâches, tissés de pièges et de sourdes menteries. Nous le savons, et pourtant nous sommes dociles. Si j'avais cru que nous pourrions tenir ainsi sans trop de mal, je me serais tu. Mais depuis que j'ai vu de près, que j'ai lu dans des yeux la même terreur que la mienne, le même égarement, je sais que le temps presse. Nos foules sont compactes. L'unité règne parmi les hommes jusque dans la haine. À l'instant où je te parle, presque tout est déjà perdu.